Alors, moi j'ai juste une chose à vous dire, c'est le plaisir de se revoir enfant. Parce que vous n'imaginez pas à quel point c'est un plaisir d'organiser enfin un événement dans cette période, même si c'est particulier, puisque nous serons à effectif plus que réduit. Aujourd'hui, c'est vraiment une émotion que les Marches Normandes proposent cette animation, une visite. Grâce à Sylvie, nous allons revenir sur le passé de la ville. Sylvie nous a concocté beaucoup de recherches sur un personnage d'Yves Laval, le père Laval, Jacques-Désiré Laval. On va en savoir beaucoup plus grâce à Sylvie. Et puis, ça sera aussi l'occasion d'un petit tour en ville, parce qu'on a bien besoin de se promener tous ensemble. Merci à tous, ça fait du bien aujourd'hui d'être ensemble. Voilà, ce n'est pas moi, c'est lui. Mais ça va être dans ton book. J'ai trouvé un joli, comment on dit, un chapeau dans la presse. Comment ça s'appelle? Un chapeau. Un jeune Normand studieux. Alors je l'ai gardé, j'ai chipé, et puis c'est lui la toile. C'est l'église qui a mis Maurice, ça. Ouais. Non, pas l'église. Le tombeau. Le tombeau. Ouais. Ah ouais, d'accord. Enfin, ils font des messes quand même aussi, parce que c'est... Alors, notre jeune Normand studieux, Jacques-Désiré Laval, est né le 18 septembre 1803. Qu'allez-vous dans le siècle d'avant? C'est au début. Accro. Oui, c'est pas très loin. Il est né avec un jumeau, mais lui n'a pas vécu longtemps. Il avait 2 sœurs aînées et un frère et une sœur plus petite que les jumeaux. Il est le fruit de l'union de monsieur Jacques Laval et, ça va peut-être parler à certains, de Suzanne Délérable. Non? Délérable? Non. Et Saint-André? Il n'y a que des Délérable. Alors, personne n'a connu l'auto-école à Saint-André, le marchand de vin à Saint-André. Un transport chez Bobo à Saint-André. Enfin, c'est une famille très établie depuis très longtemps, la preuve, voyez-vous. Et donc, c'est des familles paysannes, alors à cette époque, assez riches quand même. Monsieur Laval était le maire de Crau, l'ancêtre de Madame Auger. On ne va pas lui dire ça, on va pas être content. Et c'était un homme qui menait bien sa barque très rudement. Il avait comme épouse quelqu'un de très tendre, de très doux, qui avait déjà une passion, c'était d'aider les plus démunis de la commune. Et donc leur fils a été élevé dans cette idée et ça l'aura traumatisé à vie. Mais bon, c'était un petit bonhomme délicat, peu expansif, émotif, tendre. Et la nature, il y avait, ou sa naissance, je ne sais pas, il y avait un décalage dans ses épaules. Physiquement, il avait un petit truc qui il a valu quelques colibés après. Mais bon, ça, il s'en est passé. Qu'est-ce qu'il a eu, ce brave garçon? Bien, à 7 ans et demi, il a perdu sa maman. Ça n'a pas aidé, mais bon. Et puis, son père s'est remarié avec une parente beaucoup plus jeune. 2 enfants sont nés à l'issue de ce mariage. Et à 13 ans, quand Jacques Désiré a eu 13 ans, ils ont quitté Crau, ils sont allés s'installer à Louis. Moi je dis Louis, il y en a qui disent Louis. Louis. Moi je dis Louis, Oui. mais L-O-U-Y-E. On retourne un peu vers Dreux, où les parents ont exploité une ferme. En 1816, donc 13 ans toujours, oui ben voilà, à cette époque-là, un petit changement dans la vie familiale, on envoie Jacques Désiré étudier un petit peu plus fort chez un oncle curé à Tournai-la-Rivière. Et il y passe 3 ans où il prend un bon niveau scolaire, ce qui lui permet de rentrer au petit séminaire d'Évreux en 1819. Il n'était pas très d'accord, c'était dur, c'était difficile. Son père l'a menacé de faire des choses rudes. Il l'a mis au boulot très fort pour lui montrer qu'il valait mieux aller étudier. Ça a marché. Il a donc plongé dans les études assez fort. Et en 1825, il est reçu bachelier. S-lettres. Donc, ses pensées, c'était curé ou médecin. À l'issue du bac, il a pris médecine. Sa belle-maman avait fait un petit
un petit coup pas gentil. Elle avait décrété que comme il avait coûté des sous en études, il fallait lui retirer cette part d'argent dans son héritage paternel. Donc il s'est retrouvé avec un petit peu moins d'argent que ce qui était peut-être prévu, mais maman avait lié au grain du reste de sa famille. Dans sa religion, c'est pas plein pot, c'est pas trop fort, il garde des pratiques, mais bon, il est surtout médecin. Il fait une thèse et il est comment dire, lauréat, il gagne son grade de docteur en médecine après avoir présenté une thèse essai sur le rhumatisme articulaire. C'était quelque chose de nouveau, c'était quoi pour cette époque de 1825? Ça ne devait pas être courant. Bah, c'est nouveau, oui, tout à fait. Pour l'étude, en tout cas. Bon, alors une fois qu'il est médecin, eh bien, il revient un petit peu en campagne, il arrive à Saint-André-de-l'Eure, vous connaissez peut-être un peu. Il y exerce donc sa médecine avec ses compétences et là, il lui prend une période de luxe. Il vit dans le luxe au point de vue vêtements, au point de vue chevaux, au point de vue sortie, au point de vue il tombe amoureux, l'opulence. Alors que jusqu'ici, il avait une vie très simple, très calme. Là, il part, ça doit être sa prise d'adolescence en retard. Ça doit être ça. Mais bon, quand sa sœur lui demande pourquoi il fait ça, parce que il lui dit fièrement qu'il résiste à Dieu pour l'instant. Bon. Sa petite amie Marguerite Buffet, une cousine, elle le lâche. Notre petite histoire locale, elle dit que c'est un de ses proches, Désiré Laval, qui est la copine. Thèse, celui-là n'était pas diplômé, mais il travaillait normalement, donc la bagarre a fait que c'est M. Laval qui est parti. Il en a sûrement eu assez, et il est revenu chez nous à Ivry, où là, il a remplacé un médecin qui est parti en retraite, on dirait aujourd'hui, et il a d'excellents rapports avec ce docteur Postel de l'époque. Mais là, le luxe le quitte, le voilà qui se recalme un petit peu. Sa propriétaire du logement où il habitait le conseille, l'aide, parle beaucoup avec lui, et il se pose tellement de questions sur sa vie religieuse, sa vie intérieure et puis sa pratique et tout, que elle lui conseille, vous allez voir comme c'est un peu rigolo, d'aller consulter le curé des pieds cette fois-ci. Non, on reste chez nous. Il y avait Richard, c'était pas Richard. Alors, est-ce que dans tes tablettes, Richard, tu as entendu parler de l'abbé Létard? Voilà, tout à fait. Petite explication, c'est la mère du père Laval qui était née à Épied. Ah déjà, elle était comme voilà. Ah bah alors c'est pour ça qu'il n'a pas refusé de monter la côte. Il est allé, donc il a pris conseil, il a posé ses pensées quelque part, et là vraiment en 1834, il se convertit vraiment à la religion. Mais il a fallu encore un petit moment. Il est allé à Villiers-des-Œuvres visiter un patient, et quand il est revenu, accident de cheval. Et c'était pas très fort, c'était pas. Le résultat fait jouer une petite blessure, mais ça l'a reposé encore un peu plus en se disant, dans un chien, si je suis là, c'est que mon Dieu a bien voulu que je reste vivant. Ça aurait pu être mortel, une chute de cheval. Enfin, il prend conscience que cet incident, c'est Dieu qui a empêché qu'il soit vraiment mort, handicapé à vie, ou de ce qui a pu lui passer par la tête, je ne sais rien. Et là, il se dit, bon, bah ça y est, c'est Dieu qui a eu pitié de moi. Et donc, voilà, il se convertit définitivement, et là, il pense vraiment à la religion, et il part de ce fait au séminaire à Issy-les-Moulineaux, et en même temps, la petite copine ici se mariait pour de vrai. Alors tout ça, mais vous avoue peut-être quand même. Donc le voilà parti sur son côté de vie plus religieuse que médicale en tout cas. Et il repart en études. Il avoue que ce n'est pas facile, que c'est, après tout ce qu'il a vécu déjà un petit peu, c'est dur, mais bon, il s'y consacre sereinement. Et ça
doit être à Paris que ça bouge, ça doit être à Paris que ça se décide. Il commence à entendre parler des missions qui sont dans les pays très lointains, notamment en Chine. Ça commence à le faire rêver. Mais là où il s'adresse pour être missionnaire, là-bas, on trouve que c'est peut-être un peu dur pour lui. Il a déjà eu du mal à s'en remettre dans les études. Mais bon, il faut apprendre le chinois. Il est plus très jeune, entre guillemets. C'est pas tout nouveau. Tout neuf, donc bon, ça ne se fait pas. Mais ça le détermine à donner sa vie pour les pauvres. Et c'est sur les pauvres qu'il doit se retourner, qu'il doit faire quelque chose, il ne peut pas. Donc là, il s'installe dans une pauvreté spirituelle. Il reste caché, il est mal habillé, il donne toutes ses affaires à tout le monde, il partage tout avec tout le monde. Et c'est sa vie qui est comme ça maintenant. Il a décrété que ce serait dans ce sens qu'il doit aller. À force d'études quand même, en 1838, il est ordonné prêtre à Paris, à la chapelle Saint-Sulpice, là où il est resté à faire ça. Et il revient en janvier 39 comme prêtre à Pinterville. Donc là, c'est un petit village dont on entend parler nous parce que justement il y a fait un passage. C'est près de Louviers, à peu près 2 km, ça touche Louviers. Il arrive dans une paroisse d'une pauvreté qui va lui convenir tout à fait, parce que les gens sont ou aux usines de Louviers ou dans les champs, et il n'y a pas beaucoup de pratiquants. Il y a 483 habitants, et il y a 12 pratiquants qui essaient de pratiquer, ce qui n'est pas bien fort. Et donc, eh bien, voilà, il se consacre beaucoup à la prière, et dès qu'il peut retrouver les enfants, les parents, le dimanche, le samedi après-midi, après les heures de travail, il arrive à se porter près de tous les gens du village, de leur faire, de les écouter. Il a eu toute sa vie un rôle d'écoute énorme. Il voit les mots des uns, les mots des autres, il a autant de conseils de médecins qui lui restent que de spirituel avec tout ce qu'il vient d'apprendre depuis qu'il est pour être arrivé prêtre. Et il arrive que, un an après son arrivée à Pinterville, eh bien, il arrive à mettre des enfants à la communion et de régulariser plusieurs familles qui étaient mariées, qui avaient fondé une famille avec des enfants depuis Pétavchnak et tout. Et bien ça y est, il les a fait régulariser leur situation. Et il a trouvé que quand même ça avait porté tout son travail pendant cette année. Il passe à Pinterville, il parle de choses et d'autres et d'un projet qui est en cours d'élaboration au niveau de Paris, c'est de mener un accompagnement chrétien à l'île Maurice. Parce qu'à cette époque-là, l'esclavage vient d'être aboli. C'est beau, c'est bien, sauf qu'il n'y a pas la suite, quoi. On les a enlevés, on a enlevé les chaînes, les bracelets et tout, mais il n'y a rien pour eux. Donc ça pose de gros problèmes dans l'endroit où on a libéré tous ces gens. Et donc il y a des choses au niveau de l'administration qui se mettent en place. C'est pas plus rapide que maintenant, c'est pas de souci de ce côté-là. C'est resté français. C'est toujours très difficile. Il arrive à faire sa demande, c'est presque accordé. Il est avec. Alors il y a l'église anglicane qui est en colonisation là-bas dans le fin fond des océans, qui cherchent, alors ils essaient de mettre des conventions en place entre l'église catholique et l'église anglicane, enfin il y a tout un tas de complications qui fait que, mais au bout d'un moment, on lui accorde le droit de descendre à l'île Maurice, enfin non ici on dit descendre, mais d'aller à l'île Maurice en tout cas. Et quand l'accord est arrivé, ah ben c'est en 2 jours tout doit être réglé, sauf que le bateau pour partir à l'île Maurice, il est à Londres. Donc, il fait ficelle, il va vite dire au revoir à tout le monde, il va faire son peu de bagage de ce côté-là, pas trop. Et le voilà arrivé au mois de mai 41, arrivé à Londres, prêt à partir.
Et le bateau part pas tout de suite. C'est bien la peine. C'est comme partout pareil, je dis. Alors, le bateau, je crois qu'il est noté sur le vitrail. Il s'appelle le Tangor. Il est repéré sur le vitrail dans l'église. Et il n'arrive à embarquer que le 4 juin. Ils ont mis 15 jours à se décider à faire débarquer. Et pourtant, il fallait sortir vite de France et arriver là-bas en attend. 4 juin jusqu'au 13 septembre, il passe son temps en mer. Il essaie d'apprendre l'anglais. C'est pas ça. Il n'était pas doué pour les langues, peut-être, mais bon, il a eu mal de mer, il a eu une grave maladie qui a mis ses jours en danger. Pendant 9 jours, ils ont cru qu'il allait pas arriver à l'île Maurice. Bon, Dieu devait être avec lui puisqu'il s'en est sorti. Et les voilà qui arrivent à l'île Maurice. Rebelote, pour histoire de dire, ils ne peuvent pas descendre du bateau le premier jour. La visite de contrôle, elle ne pouvait pas être faite. C'est toujours pareil, je vous dis, moi. Enfin, il arrive à l'île Maurice et là, on lui donne la charge de la mission des Noirs. Il fallait qu'il s'organise avec rien, comme d'habitude, mais à lui d'évangéliser au maximum ces personnes parce que il prend tout ça très à cœur, très attaché, il y va. On lui donnera même la charge d'aumônier de prison parce que c'était aussi une catégorie de personnes très, très difficile. Tout ça lui fait faire beaucoup de travail, mais lui part du principe qu'il est là pour les aider, c'est le bon Dieu qui l'a voulu, donc il y va. Il les écoute, il voit ce qu'il a à faire pour les aider moralement. Bon, en plus, il les aide physiquement dans toujours, ses soins sont toujours moraux et physiques, ce qui lui fait beaucoup de sympathie, beaucoup d'accueil. Les gens sont ravis qu'on le prenne en charge. Enfin, il n'en fallait peut-être pas beaucoup pour qu'ils se sentent bien, mais il a su se poser, établir des liens de confiance. Et ça ne plaît pas beaucoup aux gens qui sont blancs là-bas. Parce qu'à force de leur parler, d'essayer de les évangéliser, eh bien, il fait changer des habitudes. Les petites dames noires, elles sont plus obligées d'être concubines ou maîtresses du patron ou des fils du patron. Ça plaît moi, ces messieurs. Il essaie de mettre en place des moments de prière et tout, ça lui fait se regrouper. En plus, ils vont dans l'église et ils vont s'asseoir sur les chaises des blancs. Je ne dis pas ce que ça a provoqué comme étincelle quand même. Donc, on a beau dire l'abolition, mais ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Loin de là, et le racisme était lourd. C'était des gens inférieurs, c'était des gens au moins que rien. C'était des siècles où ils ont été inférieurs. Donc les blancs n'étaient pas très contents. Ils l'ont appelé la grosse bête noire. Ah oui. Et puis les a instruits, donc le fait de les instruire de tout ça, c'est pas bon. Quoi. Ça paraît bon. Enfin, il y avait une rivalité également avec les protestants de l'île, parce que les protestants, ils étaient déjà implantés et ils avaient des moyens. Tandis que lui, il n'avait que sa soutane et ses 2 mains. Il n'y avait pas de sous, il n'y avait pas de rien. Donc, et il y avait plusieurs milliers d'anciens esclaves, d'affranchis et de familles très très pauvres, donc il fallait... Alors bon, ça a eu beaucoup d'ampleur, ça a pris beaucoup d'ampleur, beaucoup de gens se sont intéressés et ont accepté d'être menés, si bien qu'il a bien dû être obligé d'avoir des aidants avec lui, des gens qui pouvaient, après avoir passé tout le cheminement qu'ils souhaitaient, moralement, religieusement, il ne pouvait pas les ordonner prêtres ou quoi que ce soit, mais il leur mettait une éducation qui faisait que les gens allaient donner la même parole que lui, travailler dans le même sens que lui. Il y a une femme qui est très célèbre là-bas, c'est Fanny Desfosses. Elle à Petite-Rivière, elle a participé à la première construction d'une chapelle. Il a vu que ce n'était pas la peine de faire une église dans la ville, parce que c'était tellement controversé, c'était tellement... mal vu avec les blancs, ça faisait des histoires et tout, et il a compris qu'il fallait mieux aller construire quelque chose dans chaque hameau, là où résidaient, où étaient installés les gens, et donc avec cette famille et après d'autres, ils ont implanté, alors quand on dit une chapelle, c'est pas non plus une église comme Ivry, hein, c'est juste un lieu, quand vous regarderiez des vidéos de ce qui se passe à l'île Maurice, c'est juste un tas de cailloux, avec une croix en haut, ça marquait, et ils appelaient ça chapelle.
pas nécessité d'un toit, d'une entrée, d'une sacristie. Non, non, non. Un lieu dans le village, dans le hameau, qui était réservé à ça, à son regroupement, à ce moment de prière, à cet endroit-là. Donc il a compris et il a mis en place plein de petites chapelles dans toute l'île pour que les gens se sentent pas perdus, puissent se retrouver à un endroit qui était pour le recueillement. Donc il a eu de l'aide locale parce que l'administration n'a toujours pas se bagarrer toujours entre les différents courants religieux, différents services administratifs. Dès qu'on parle d'argent, c'est toujours trop compliqué. Donc, c'était un peu difficile. Donc, il a fait qu'avec du local et du manuel. Beaucoup de gens l'ont aidé, ça a encore plus cimenté ce groupe. Et puis, une fois qu'il a placé toute cette espèce de structure qui n'est pas éphémère, mais qui n'est pas palpable, quoi, eh bien, il s'est rendu compte qu'il allait falloir faire comme partout dans le monde, il fallait aller s'occuper des enfants. Parce qu'à partir de là, les enfants, ben, c'était la génération montante, c'était de là que ça devait partir pour s'installer comme il faut. Et il est parti dans l'idée de créer des écoles. Oups! Les protestants avaient déjà leurs écoles. Ça a encore été une source de conflit, mais bon, il ne s'est pas démonté, il a continué, il est resté dans son idée qu'il se devait aux pauvres et de les aider. Bon, bah. Il y a eu une épidémie de choléra qui a fait se ressouder tout le monde. En 1854, eh bien, le choléra sévit à l'île Maurice, qu'on soit de n'importe quel bord, qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit jaune, eh bien, c'est pas grave, le microbe, il n'est pas raciste, lui, il va. Pas de souci. Donc, toute cette entraide a fait que toute la population de l'île, même les Blancs, les prêtres diocésains, ceux qui avaient vraiment le titre de prêtre, ont bien compris que les missionnaires comme Laval et ses aidants étaient vraiment utiles. Mais bon. Donc, il va continuer là-dessus son projet d'école, puisqu'il part dans une idée meilleure autour de lui. Mais bon, il va quand même se heurter toujours à des gens qui ont plus de moyens, mais il va continuer. Les frères des écoles chrétiennes n'arriveront sur l'île Maurice qu'en 1859, c'est-à-dire 5 ans plus tard, pour vraiment établir tout ça. L'administration freine toujours. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Si bel et bien qu'en 1860, il va pour faire un sermon pendant une de ses messes, pour faire comprendre que pendant qu'il se dépense à se battre contre l'administration, les autres gens et tout, eh bien la ferveur catholique, religieuse catholique baisse et que du coup on perd un peu de pied dans cette entraide et tout. Et ben il a écrit, mais il n'a pas pu le dire. Il s'est écroulé sur le sol de l'église sous l'effet d'une thrombose et qui le diminue beaucoup. Et pendant 4 ans, après, donc de 1860 à 1864, il doit faire face à la maladie, le vieillissement et l'impossibilité d'aller sur les chemins faire son apostolat. Il ne pouvait plus célébrer les messes, c'était son plus grand drame intérieur. Il meurt le 9 septembre 1864. Il a été surnommé l'apôtre de Maurice, carrément. Et puis en avril 1979, Jean-Paul II le déclare bienheureux. Après toute cette vie, un bienheureux, c'est une personne dont l'Église reconnaît par la béatification la perfection chrétienne au travers de ses actes pendant sa vie. Donc il a eu cet honneur de le faire. Et le dossier de sa canonisation est à l'étude encore en 2020, depuis 1979-2020. Mais pour arriver à l'état de saint, ben, il faut des pétitions par les visiteurs qui viennent visiter son mausolée. Il faut, il faut une guérison miraculeuse d'un cas où aucun médecin n'a rien pu faire. Vous voyez.
pas gagné. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un plaisir de pouvoir organiser une sortie en ce moment. Donc c'est vraiment l'occasion de passer avant tout un moment de convivialité, parce que ça fait du bien d'être ensemble. Et on va prouver en même temps qu'on peut organiser des sorties, des visites, tout en respectant toutes les règles sanitaires qu'il puisse y avoir. Donc on va faire un petit tour dans les rues d'Ivry. On va découvrir quelques anecdotes sur la ville. C'est l'occasion de la visiter, puis de revenir sur son passé, ses grands personnages. Puis ensuite, on reviendra du côté de l'église, à la salle paroissiale. Ce sera l'occasion d'écouter Sylvie, qui nous a préparé une petite conférence sur un des grands personnages de l'histoire de cette vallée, Désiré Laval, Pierre Laval, qui est connu au-delà des océans, puisque son histoire est connue jusqu'à l'île Maurice. Donc on va se diriger, on reste ensemble comme il y a de la circulation, et on va faire une première étape dans le centre-ville. Allons vite. Il n'est pas s'étendre. Au secours. Première étape, admirer cette maison. Alors comme vous le voyez, cette maison qu'on appelle la maison de l'Ange est une magnifique maison à prendre bois. Et Sylvie, tu vas nous en dire quelques mots, quoi. Je sais plus. En tout cas, on va mettre à bas tout de suite une légende, parce que sur beaucoup de documents, on voit que c'est la maison d'Henri IV. Sauf que Henri IV n'a jamais dormi ici, il n'y est même jamais rentré. Par contre, on se trouve bien à Ivry-la-Bataille, le lieu de la bataille d'Ivry, 14 mars 1590. Henri IV combat le duc de Mayenne dans une distance comprise entre Saint-André et Ivry. En fait, Ivry-la-Bataille est le lieu où les combats se sont achevés. C'est une victoire décisive pour Henri IV, puisque c'est ce qui lui permet de conforter sa position pour être roi de France. Sur le plateau, et puis on a un monument commémoratif, l'obélisque, la pyramide, c'est l'appellation locale, qui commémore non pas le lieu de la bataille, mais le lieu où Henri IV a fait une sieste après les combats. Voilà, c'est pas le lieu des combats. Et donc cette maison de l'Ange, comme vous le voyez, du fait de ce qu'on peut remarquer, ces sculptures est bien antérieure à Henri IV. Alors ces sculptures, il y a plusieurs hypothèses. Il y a plusieurs hypothèses. On a pensé que cette maison a dû être une sorte de poste au sens ancien auberge avec relais et autres. Cette maison est composée de beaucoup d'appartements. Aujourd'hui, vous pouvez voir, vous avez le 1 et le 5. Le 3, il est au fond de la cour. Il y a un fort et une bâtisse le long de la colline. Et le 3, il est un petit peu au-dessus aussi. Voilà. Mais il correspond au bâtiment qui est au fond. Carrément. Et cette maison, on la suppose jusqu'à aller à l'intérieur du périmètre médiéval d'Ivry, on la suppose du Moyen-Âge. On a beaucoup de mal à situer sa réelle construction. Il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de texte, il n'y a pas d'archives qui nous aident quant à son origine et pourquoi. Elle est la maison avec super grande voie partout, c'est la seule qui est sculptée à une fois dans le petit roi qu'on passera tout à l'heure normalement. On retrouve des statues qui ont une importance avec Ivry. Au milieu, sur les trois grosses poutres, celle du milieu, vous devinez un cheval. C'est Saint-Martin qui est sur ce cheval. Saint-Martin, c'est le nom de notre église. Ce saint a été à l'époque de en 800 et quelques, un soldat qui après être arrêté d'être soldat, a dévoué sa vie à évangéliser les campagnes parce que les idées chrétiennes convenaient avec sa pensée personnelle. Et beaucoup d'églises s'appellent Saint-Martin parce qu'il a évangélisé, et là on a mis son nom parce qu'on a reconnu qu'il avait raison, qu'il avait aidé des gens et tout. Donc comme il y a Saint-Martin sur les sculptures, notre église s'appelle Saint-Martin, on pense que c'est vraiment très très tôt dans notre civilisation que cette maison a été élaborée. Elle est inscrite au monument historique par rapport à sa toiture et sa devanture.
Donc les propriétaires ont beaucoup de mal à faire des choses, des travaux. C'est toujours des bouchages, des rebouchages, ils ne peuvent pas manier rien. Elle est classée, pourtant. Elle n'est pas classée. Elle est classée, Elle n'est pas validée. Ah ouais, mais... On va faire une petite caisse alors. Il y a 3 propriétaires Il y a 3 propriétaires différents. Ah d'accord. Ils ne sont pas tous argentés au même moment. Ils n'ont pas les mêmes moyens Ils chacun. sont pas tous d'accord au même moment. Après, il faut que la DRAC et autres systèmes donnent leur accord. Donc c'est pas toujours évident. Alors à ce moment-là, si personne ne fait rien, c'est une maison qui va se détruire et ça sera... Et ça sera l'usure du temps. C'est ce qui est dit chez les architectes de l'urbanisme des architectes. Waouh! C'est tous les jours, ne vous inquiétez pas. Donc en dessous Saint-Martin, si vous allongez votre vue, eh bien vous avez la tête d'un personnage qui a une coiffe de Louis XI. Il est de profil. Et ce qu'il a sur la tête, c'est vraiment une coiffe masculine de l'époque de Louis XI. C'est pour ça qu'on pense que cette maison date vraiment depuis très longtemps. Et puis vous avez toutes les poutres horizontales où il y a une grosse symbolique religieuse. J'ai perdu mon téléphone. Vous avez les... Qui ont donc les têtes, ce qu'on pourrait symboliser comme des têtes de dragons qui commencent à manger les poutres de chaque côté. Vous trouvez ce symbole dans beaucoup de nos églises dans les environs. Donc pourquoi ce bâtiment a cette symbolique religieuse? On n'a pas d'explication, on le constate, c'est sûr, il y en a partout. Tout ce qui est horizontal, donc c'est l'hérésie qui mange la... Non, c'est ça? Voilà. C'est l'hérésie qui mange la religion. C'est vraiment... Et cette maison... Bon. Alors est-ce qu'il y avait un rapport? Il y a eu un... Car nous n'avons aucun document d'époque, on n'a aucun compte rendu, quoi que ce soit qui puisse nous renseigner. Donc pour l'instant, on n'en est qu'avec les hypothèses qui proviennent donc de ce qu'on peut observer ces poutres. Et donc, maintenant que nous avons vu ces poutres, cette maison à pans de bois, on va continuer à aller dans le centre-ville et là on va franchir les siècles pour se retrouver à notre époque contemporaine. Et je vous disais à des années-lumière, c'est justement... Allez, regarde là-haut. Lumière. Vous êtes devant la maison où naquit Raymond Bussière. Oui, je m'en vais. Raymond Bussière, une des légendes du cinéma, un second rôle mais que tout le monde connaît. C'est là que ses parents tenaient déjà un tabac à l'époque, c'était déjà un tabac. Et c'est là qu'il est né, là-haut. Donc vous imaginez Raymond Bussière, cet acteur, qui a eu la carrière que vous connaissez, et par contre, plus surprenant, qui revenait régulièrement sur Ivry, on va le dire, pour payer le coup à tout le monde, et puis aussi pour jouer au foot. Il avait une passion, c'était la pêche d'un côté à la place, et le foot. Et donc il y a eu un tournoi à Ivry entre les polymusclés, c'était son groupe de copains d'acteurs qui jouent au foot. Qui aimait bien se représenter, je ne sais pas s'il y avait de l'histoire dessous, j'en sais rien, mais enfin tu vois, on a bien ri. Et donc ses copains venaient en équipe de foot, rencontraient les locaux, et c'était lui qui donnait le coup d'envoi au milieu du stade, et ça faisait plaisir à tout le monde. Et on a bien ri, le jour où ils sont revenus, c'est moi qui j'y étais. Donc vous voyez, on a des personnalités historiques assez variées dans notre ville. On peut avoir eu comme personnalité un roi, Henri IV, mais on peut aussi avoir eu Bussière qui est né ici. Oui, mais ce qui est surprenant, c'est qu'au château de là-bas, il ne part pas du tout la bataille. Le château De Pau. non, on est parmi les centaines de communes où Henri IV est passé. La bataille d'Ivry, c'est un élément, c'est une bataille parmi la quantité. Ils ont fait une petite hâte là pour faire pipi et dormir. Là-haut sur le machin, on va là-bas. Mais nous, on met en exergue ça parce que le petit détail historique, c'est que c'est une bataille qui a duré 4 heures. Oui. Le 14 mars 1990, 4 heures. Donc c'est vraiment milliers de morts. Plus, voilà, vous imaginez environ 15 000 morts. Le petit détail, on était dans l'église, la plupart de ces corps ont servi de rangée à l'église. Donc ça fait partie des détails, mais c'est un événement dans sa vie. Et en ce qui concerne Ivry et Henri IV,
Henri IV a traversé Ivry 2 fois dans sa vie. Le 14 mars 1590, en poursuivant les derniers combattants de cette bataille d'Ivry. Et bien des années après, il y est revenu, il a juste traversé la ville pour montrer à la reine là où il s'était battu. C'est uniquement les 2 fois où il a traversé Ivry. L'essentiel de cette bataille n'a pas eu lieu ici, mais c'est la fin de la bataille qui s'est déroulée dans cette rue. Et c'est là qu'il a vraiment repoussé les derniers ennemis. Ah oui. Mais ça a été... Bon, ça a été une boucherie sanguinaire. Ça a été... Puis avec les armes de l'époque, qui accentuaient la chose. On va continuer un peu notre périple. On a la chance de passer à côté de la pluie. C'est fini maintenant, on est là. Allez, on s'avance. Association. Il y a 2 ans maintenant. Octobre 2019. Voilà, on l'a financé et installé sur le boulevard. Et je peux vous dire que depuis, ça fonctionne. Parce qu'il y a énormément de personnes qui jouent le jeu, de mettre des livres, de reprendre. Donc voilà, une de nos réalisations de l'association Les Marches Normandes. Voilà, on le souligne. Voilà. Voilà. Ça te développe. Ah oui, oui, tout à fait. Oui, il y en a partout maintenant. On va peut-être aller de l'autre côté, on sera peut-être mieux que là, concentré là. Alors, le grand train. Nous, on a connu en marchandise. Voilà. C'était déjà Oui. fini. Là. Ah bah avant il y avait la Micheline qui emmenait les gens. Qui passait là aussi. Ah oui, c'était voyageurs et marchandises. Et ça a fini que en marchandises. Il y avait un petit train avec un seul wagon qui emmenait. Donc ça faisait, c'était sur la. En quelle année ça a arrêté ça? En 72. Oh non. 69. C'est 69. Quoi. Et démolition de la gare en 92. Ça oui, on l'a vu, vous l'avez vu. Et le dernier train, 69. Le dernier train, mais pas, je parle de petit train de personnes, mais pas le marchandise. Le marchandise, non. On habite facile, mais on travaille à minuit. Alors, c'était pas Il la fallait même. faire vite, vite, vite pour Non, il y sortir. avait Gabriel. C'est pas la même ligne. C'est pas la même ligne. pas la même ligne. On revient à Bueil. On ralliait Bueil. Ah, d'accord. Et de Bueil, ça repartait sur. Ma mission, c'est de repartir dans l'autre sens jusqu'à Orléans. Et la gare d'Ivry a fonctionné 100 ans. 100 ans. Elle a été en projet dès les années 1830. Je vais reculer. Elle a été en projet dès les années 1830. Les archives bien rentré les problèmes qu'ont rencontré les élus, les gens de la ville pour le tracé, pour l'utilité. Sachez qu'à Aisy, la ligne de chemin de fer passe dans le village d'Aisy, alors que quand on va vers Dreux, on est plutôt vers Annette. Mais les gens d'Annette étaient trop huppés pour recevoir ce train. L'anecdote, et voilà. Donc ils n'ont pas voulu, ça faisait du bruit, c'était sale, et puis ça allait faire passer des tas de gens chez eux. Donc du coup, le tracé s'est vu encore reporté vers Aisy, venant d'Aisy, ça dépend. Parce que Annette refusait. C'est ce qui nous a permis un essor industriel. Mais du coup, voilà, on a bien profité de ce que ça amenait. Les entreprises ici ont éclaté, se sont formées, agrandies et tout, surtout avec ce qui était déjà en place grâce à la rivière et à l'énergie hydraulique qu'utilisaient les moulins pour faire tout un tas de travaux, des ateliers, il y avait rouissage, il y avait des instruments de musique, il y avait les peignes avec des établis, parce que les roues des moulins entraînaient beaucoup. Et puis du coup, les marchandises, les matières premières ou les produits finis étaient avec la gare facilement acheminés ailleurs. Donc ça a permis la création et le développement de toute cette industrie de notre petite vallée. Et donc le train exactement passait vraiment là où il y a le bitume. Hein. Parce que ici, à la place de la haie, il y avait une barrière des dessins en béton là. Alors le train, il était vraiment dans les murs des champs. Là, il allait où alors? Bueil. Et après, parce qu'il y a quand nous on est arrivé sur Évreux, en 65, là, il y a un petit train qui coupait la 13 pour aller à la base. Est-ce que c'est la même ligne? Non, c'était un aiguillage parce qu'on faisait Bueil, Évreux, Rouen, Rouen, Cherbourg. Ah d'accord. On repartait sur Cherbourg. Donc, et là, c'était Dreux. Et de Dreux, ça venait de Paris, ça venait de... Et on avait cette ligne qui desservait donc dans toutes les matières premières et produits finis, tous les villages
village où il y avait aussi pas mal d'ateliers d'artisans plus que des usines. Mais le Lavis voit le roi des petites communes là-haut et descendaient leurs affaires ici pour les faire repartir sur Paris, pour faire venir les peignes avec les cornes. Ça a été tout de suite très intéressant pour avoir des cornes pour faire toute cette industrie qui était prolifique ici à Ivry. Et puis les ateliers des petits villages autour, c'était très pratique que les cornes soient livrées ici parce que c'était pas facile, ça coûtait cher, c'était tout. Le train a permis un gain de temps et d'argent probablement, de rentabilité certaine en tout cas. Et alors pour la petite histoire, la ligne passant ici même à Ivry a été immortalisée dans un film. C'est vraiment la petite histoire. Monsieur Klein, C'est passé il y a 3 semaines à moi. c'est passé il y a quelques semaines. Le film situe l'action à Ivry. Quelques scènes sont... Alors, Alain Delon est censé descendre du train pour aller à la gare d'Ivry-la-Bataille. Alors, il est bien le long de la voie à Ivry, mais la gare, par contre, est un décor. Il n'a jamais été tourné ici. Comme partout d'ailleurs. Il y a juste le panneau Mais Ivry la bataille. il y a juste le panneau Ivry-la-Bataille. Ça fait comme en 65 quand il y a eu le voleur à Éloy. Voilà, on continue. Voilà, pour se regrouper. Et petit passage obligé par la mairie, l'hôtel de ville de la ville. Alors c'est l'occasion aussi de se rappeler que la mairie n'a pas toujours été à cet endroit-là. Alors on ne va pas aller jusqu'au bout parce que il y a un couvre-feu, donc on va voilà, pas faire une promenade complète. Mais la mairie n'a pas toujours été là. Mais puisqu'on est devant l'hôtel de ville, on va revenir sur une anecdote de 1826. Et ce jour-là, 1826, on a une visite officielle à Ivry, puisqu'on a ni plus ni moins la fille de Louis XVI et Marie-Antoinette qui passe par Ivry. Elle est en visite et elle se rend à Évreux, tout simplement pour inaugurer l'hôpital Saint-Louis, puisque Saint-Louis du nom de son ancêtre. Mais elle passera ici se souvenir que son lointain ancêtre Henri IV s'est battu et est venu se battre la bataille d'Ivry. Donc vous voyez, encore une fois, on n'arrête pas d'avoir des personnages célèbres. Autre personnage célèbre qui était passé aussi par ici en 1802, 24 octobre 1802, c'est Bonaparte, qui lui faisait une visite de toute la Normandie. Et avant de se diriger du côté de Bernay, s'est arrêté ici à Ivry, a été au-dessus à Épied, visiter donc le fameux champ de bataille, et c'est lui qui a ordonné l'édification de l'obélisque qui se trouve à Épied. Donc vous voyez, en quelque sorte, on foule quand même des pas assez importants. On va se diriger au bout du boulevard, ce qui va permettre de voir la porte de l'abbaye. Ensuite, on va revenir un peu sur nos pas pour conclure avec Sylvie par une conférence, comme je vous l'ai dit, sur un des personnages méconnus de la cité. Allez, on continue. Voilà, alors, et il y en a une qui arrive derrière. Alors on va profiter, voilà, booster un coup d'œil pour ceux qui sont curieux. La porte de l'abbaye, ça nous rappelle le souvenir qu'en l'an 1000, existait une abbaye très florissante à Ivry-la-Bataille. Une époque où on avait sur la colline le château, donc on voit les ruines. Ici vous avez Les ruines. Château, alors qui a une construction, je vais juste revenir sur l'époque de sa construction. Est-ce que quelqu'un connaît l'anecdote relative à sa construction? Alors en fait, construction de ce château, le seigneur d'Ivry voulant un château, sa femme se charge d'un rapport avec l'architecte pour la création de ce château. Et tout simplement, elle ordonnera l'exécution de l'architecte pour qu'il n'y ait jamais de château pareil construit ailleurs. Mais elle-même se fera trancher la tête par son mari puisqu'elle a trompé son mari. Donc vous voyez, les mœurs de l'époque étaient assez rudes quand même. Donc le château aujourd'hui est en ruine, a été détruit lors de l'occupation anglaise au XVe siècle. Pour les courageux qui veulent monter, je leur conseille de passer par la route de la Couture, la pente sera moins ardue.
Mais de là-haut, vous avez un panorama exceptionnel d'un côté sur le plateau, de l'autre côté sur la vallée. Donc vous pouvez faire tout le tour. Pour y aller, il y a au niveau de l'église. Alors celui-là est très très raide comme chemin. Mais sinon, il y en a un autre de lotissement qui est juste après. Et là, on peut y accéder sans problème. J'ai vu qu'on doit être en face. Si là, Alors on va continuer, voilà. Alors, on m'étonnerait. reprend de l'autre côté et on va se rendre, voilà, on va reprendre ce trottoir-là, on va revenir sur le rôle de Baron parce que le titre de Seigneur de Baron. Après, il y a, voilà, chaque élément, alors les chevrons, je sais plus la signification, mais chaque élément, chaque couleur signifie quelque chose. C'est la carte d'identité du seigneur du village. Et là, les chevrons, je ne sais plus. Et c'était la petite anecdote pour le sable. Le sable est noir. On est radis. Le sable n'est pas jaune. Voilà, on continue. Pour la petite histoire, ces petites ruelles nous rappellent que dans ce méandre de rue, il y avait une prison, par exemple. Et autre anecdote, si cette rue s'appelle la rue des Belles Femmes, vous imaginez les femmes qui se promenaient le long. le genre d'activité qu'il pouvait y avoir dans cette rue. Donc voilà, cette petite ruelle va nous permettre aussi de découvrir qu'il y avait un cinéma. On va voir l'enseigne qui reste à demi effacée, mais il y avait un cinéma à Ivry, donc vous allez découvrir l'enseigne. On a la deuxième bière. Il y en avait un passif, il a été supprimé Voilà, en comme, 67, quelque chose comme voilà, ça. comme dans beaucoup On est arrivé de... en 60. Quand les grandes salles ont pris leur essor Voilà. et ça a C'est parce qu'ils nous ont dit qu'elle n'était plus dans les normes. Ben voilà. Elle passait à côté de la Grande Hôtel. Voilà. Bon, vous avez trouvé votre livre? Parfait. Ah, Pépère qui voulait. C'est fait pour. Voilà. Ah ben voilà. Allez. J'ai fait plus de 30 ans de prendre les soirées. Ah alors, c'est l'occasion. Allez. C'est la plus belle. Alors. Elle est vraiment en bois d'origine. Elle a que 2-3 morceaux de bois taillés. Et là, on est dans le centre médiéval, la ceinture médiévale, où nous sommes. Il y avait une porte qui est aux arrivées des femmes, qui se fermait au Moyen-Âge. Et leur activité en fermait. Et voilà. Mais on est dans vraiment le cœur d'Ivry, le Ivry originel. La base d'Ivry, fermée par les murs médiévaux. Alors. Et un sauteur, d'accord. Après, il secouait tout ça, il prenait ce qu'il avait besoin. Et donc, Voilà, on va pouvoir remonter cette rue.